Je vais vous présenter un cas d'usage du modèle Osiris en oncopédiatrie, donc à travers le projet Share4Kids. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le projet Share4Kids? C'est un entrepôt de données de santé, multi-omique et clinique, sur les cancers des enfants et des jeunes. Et le but principal de cet entrepôt, c'est de pouvoir donner plus facilement accès à ces données multi-omiques et cliniques aux chercheurs pour accélérer leur recherche. Donc cet entrepôt de données est hébergé au centre Léon Bérard, et il est adossé à une interface développée par Adeline Science qui permet d'interroger les données stockées dans l'entrepôt. Donc il y a deux grandes catégories de données qui sont stockées dans cet entrepôt. Des données publiques qu'on a récupérées des bases de données Gene Expression Omnibus et ArrayExpress et qu'on a restandardisées au format Osiris pour la partie clinique. Et une partie de données privées. Donc là, il y a aussi deux pans principaux. Une partie d'échantillons provenant d'échantillons de patients qu'on a séquencés en whole exome sequencing sur un panel de gènes en RNA-seq et en puces de méthylation. Et une partie en single nuclei RNA-seq attack-seq sur des lignées cellulaires avant et après traitement, et également prochainement sur des tumeurs au diagnostic et à la rechute, afin d'avoir des informations sur les modifications au niveau des tumeurs après application du traitement. Donc ça, c'est la structuration de l'entrepôt Share4Kids à l'heure actuelle. Le but étant d'avoir une structuration des données la meilleure possible, afin d'avoir une très grande interopérabilité avec les différents acteurs qu'on peut rencontrer, donc que ce soit des initiatives nationales comme France Médecine Génomique ou le registre national des cancers de l'enfant, ou d'autres initiatives européennes ou éventuellement des industries pharmaceutiques. Donc si je zoome un peu plus sur le modèle Osiris tel qu'on l'a implémenté, donc pour la partie clinique, il n'y a pas eu de problème particulier, juste que pour des contraintes réglementaires, on n'a pas stocké les dates, mais on a stocké des âges ou des durées. Et pour la partie omique, là j'avais remis le schéma avec les différentes tables, on n'a pas implémenté par table, structuré par table les données omiques, on est plutôt parti sur un format tableur, donc semi-structuré, parce que c'était plus approprié pour nous, pour les outils d'analyse en aval pour les chercheurs, parce que les outils bioinfo souvent utilisent des profils entiers de données sur un échantillon complet et pas forcément gène par gène. Mais si jamais c'est nécessaire dans le futur d'implémenter ces tables pour des questions d'interopérabilité, pour faire communiquer de la data, on pourra le faire et adapter nos outils s'il faut. Pour les retours plus précisément, donc globalement c'est positif parce qu'on n'a pas eu trop de blocage au niveau de comment pouvoir structurer nos données qu'on avait à notre disposition au centre Léon Bérard dans le modèle Osiris. Il y a eu quelques limites, mais ça c'est plus, comme le disait Aurélien, sur la terminologie potentiellement utilisée par Osiris que sur le modèle Osiris lui-même. Donc par exemple la classification ICD-O3, donc la CIMO3 en français, il y a deux pans, le pan pathologie et localisation. Cette classification est plutôt histologique et du coup, dans certains cas, ça peut être un peu limitant, surtout sur des pathologies pour lesquelles en pratique clinique, on s'intéresse aussi à la localisation et aux critères moléculaires. Donc par exemple, là j'ai deux exemples. Le rhabdomyosarcome, en pratique, on utilise souvent la classification en fusion positif ou fusion négatif, alors que dans la classification, on a plutôt alvéolaire et embryonnaire, qui sont sur une base histologique. Et pour les pendymomes, par exemple, on peut rencontrer la classification postérieure fossa A ou B, et qui là, c'est une double combinaison de la localisation pour postérieure fossa et A ou B qui sont dérivés à partir de profils moléculaires. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas les classifier telles quelles dans la terminologie telle qu'elle est utilisée à l'heure actuelle. Et pour la localisation, la précision est parfois limitante. Donc, par exemple, os long du membre inférieur, on en a 3, mais ce n'est pas extrêmement précis. Ça peut être des fois très important pour savoir, par exemple, une métastase, si elle est située à une certaine localisation, ça peut donner une indication sur la progression de la métastase et d'où elle vient. Donc ça peut donner des indications importantes pour les chercheurs. Et des fois, c'est pas forcément adapté. Par exemple, dans le DIPG, en pratique clinique, on parlait surtout de supra- ou infratentorial dans la localisation au niveau du système nerveux central.
Et alors que dans la localisation, on a surtout des zones du système nerveux central, donc enfin, l'encéphale, le tronc cérébral, le ventricule, mais on n'a pas forcément la dénomination appropriée. Par rapport à des altérations génétiques que j'avais en tant que contexte, donc par exemple la détection d'un transcrit de fusion, comme je parlais par exemple pour le rhabdomyosarcome, on a ces analyses de type biologique avant toute analyse omique, c'est un contexte qui est rajouté par-dessus les données. Pour l'instant, je les ai stockés dans la table biomarqueur, vu que ça semblait être la table la plus appropriée pour ça. Je ne sais pas si à terme c'est censé être vraiment pour ça ou pour d'autres contextes de biomarqueurs. Pour les drogues, certaines avaient des codes manquants dans l'ATC, notamment pour des médicaments très récents ou certaines immunothérapies, mais ça c'est le standard ATC. Pour la partie omique, initialement j'avais développé une première approche en voulant structurer selon les tables avant de simplifier avec la partie tableur. Et comme nous on avait des données de méthylation, il nous manquait une table méthylation. Donc initialement j'étais parti sur quelque chose de simple en copiant le modèle d'expression, c'est-à-dire une valeur d'expression et son type, brut ou normalisé, et ça avait l'air de correspondre à peu près au format de données que j'avais comme pour les données d'expression. Mais à terme, si on veut éventuellement structurer ces données de méthylation dans une vraie table, il faudra probablement réfléchir à implémenter cette table en plus, selon les besoins. Pour la table annotation, il me semble que j'avais remarqué qu'il y avait une clé étrangère des tables omiques qui était retrouvée dans la table annotation. Et le problème, c'est que si par exemple on prenait 20 000 gènes codants dans l'expression, généralement ces 20 000 gènes codants, si on a deux échantillons, c'est les mêmes. On aura les mêmes annotations, mais on se retrouvait à avoir une duplication de ces 20 000 gènes sur la table, donc ce qui faisait une énorme redondance. Et donc il faudrait probablement avoir une table associative entre, d'un côté, l'annotation et les tables omiques pour éviter d'avoir cette redondance dans la table annotation. Et là, c'est beaucoup plus mineur. Pour la partie platform name, il y avait quelques codes manquants pour certaines puces de microarray que j'ai trouvé d'expression dans les données publiques. Donc là, ça dépend vraiment du contexte, de s'il y a besoin ou pas. Et alors après, de manière beaucoup plus large, pour des tables ou colonnes manquantes, moi j'ai pas eu le problème, j'ai pas rencontré de tumeur liquide à traiter, donc j'avais pas ce problème-là. Mais il y aura peut-être des informations type le cariotype à stocker dans le modèle, et là a priori on n'a pas forcément de cases pour rentrer ça. Donc là je laisserai parler des personnes qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en tumeur liquide sur la pertinence de ce qu'il faudrait rajouter. Et éventuellement, alors après là c'est peut-être bien dans le futur, une standardisation des données de single cell éventuellement si on veut pousser jusque-là, mais ça risque d'être un gros chantier. Donc voilà. Et maintenant je vais laisser la parole à Antonio. Merci Thomas. Donc aujourd'hui, merci beaucoup à tous. Je vais vous montrer un peu et excuse-moi la voix cassée. Je remercie mes enfants qui m'ont partagé leurs maladies. Donc je m'excuse si. Donc à l'InScience, nous on travaille beaucoup avec le Centre Lombera. C'est une collaboration qui ça date déjà. Il y a 3 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a suivi voilà toute l'évolution de ces grands projets que c'est Chercheurs Kids. Donc, nous, quand on a commencé à travailler avec eux, on s'est posé un peu la question de comment on laissait intégrer les modèles Osiris. Et on voyait de use case 1, quand la donnée n'était pas générée encore, et c'est les chercheurs qui sont en train de la générer. Et on sait tous, les chercheurs, voilà, ils font beaucoup de choses, mais ils ne sont pas des data managers. Donc, on peut les fournir des outils qui les aident à structurer ces données et faire les inputs dans la plateforme. Soit la donnée, ça a déjà été générée. Et donc, en fait, voilà, mais ça n'était peut-être pas structuré. Comment on peut la répatrier dans l'espace et faire la qualité. Donc, si vous voyez les premiers schémas, bon, la donnée, ça n'était pas générée. Donc, nous sommes capables de rajouter les templates Osiris, et c'est déjà sur Adeline. Et ça, de facto, quand tout remplit, on va mettre déjà dans les bons modèles. Et si la data a été générée, mais ce n'est pas structuré, nous, on a rajouté des outils de mapping et de qualité pour assurer que la data ça a été rajoutée à ce moment, voilà, c'est de bonne qualité. Et si nécessaire, on peut faire des transformations, voilà, beaucoup de travail qu'on a fait avec Thomas. Et ça, la bonne chose, c'est qu'une fois qu'on a fait ce travail, ça nous permet d'avoir des outils de visualisation, des capacités de partager avec les autres équipes qui font partie des Chercheurs Kids, que c'est 18 équipes, non, total, grosso modo, et 400 chercheurs, donc pas mal.
Et finalement, même, on a rajouté la capacité de faire d'analyse, soit no code, soit code. Donc ça, c'est pour vous montrer, ça c'est voilà, un PostgreSQL. Donc on a montré toutes les connexions de la database. Ça, c'est l'interface que nous, on a dans la solution. Et je vais montrer un peu plus en détail. Ça, c'est les différents projets. Et chaque projet, on peut inputter des data. Ça, c'est comme je disais, on a créé un formulaire de façon qu'un chercheur peut rajouter l'information à la main. Donc, je ne sais pas si c'est fait tous les jours, mais au moins, on a rajouté ces capacités. Et de façon très simple, chaque fois qu'on veut rajouter une nouvelle donnée, voilà, on peut rajouter l'information, on crée un espace où on dit, voilà, on va rajouter la donnée de ces patients. Et voilà, et on rajoute. Et on peut sélectionner quelles données on peut rajouter. Est-ce qu'on va rajouter toute la table ou est-ce qu'on va sélectionner quelque part spécifique? Donc, ça, c'est la table patient. Est-ce qu'on rajoute tous ou on sélectionne uniquement certaines? Donc, on peut faire les choix à quel niveau de détail on veut rajouter, ou peut-être ça dépend un peu de la persona. Est-ce que c'est quelqu'un qui va regarder uniquement un type de typologie de data, ou autre personne. Voilà, ça c'est pour montrer voilà, que c'est vraiment très simple. C'est un peu comme un petit formulaire voilà, quand c'est gardé. Et ça, après, ça permet d'ouvrir aussi toute la database. Donc, c'est déjà intégré. On peut regarder et même modifier si on veut directement sur les view tables. Et on peut voir toute la database. Voilà. Une fois que c'est fait, c'est sauvegardé. Ça, c'est l'espace de la donnée. Et voilà, soit on les voit dans l'espace projet, soit dans l'espace data table. On voit toutes les variables et toute l'information qu'on peut faire. Et on peut définir les permissions. Est-ce qu'on donne les permissions par projet, par personne, et même quelle colonne, quelle information on partage. On peut-être partage pas toute l'information. Après, si on pense plutôt à comment on peut soutenir les data managers qui sont en train de mettre des CSV comme ça, donc on a fait des outils, des mappings, qui vraiment te permet d'uploader le schéma SQL de Series et dire, voilà, on va créer un database, et dans ces databases, nous, on va rajouter un CSV, donc on peut faire déjà une première visualisation des modèles avec toutes les relations directement là-bas. Et là, après, à gauche, ça nous va permettre de dire, voilà, la data que je vais rajouter, j'ai la map avec la bonne colonne ou pas. Donc, ça, c'est la façon qu'on aide à structurer si les données des bases ne sont pas aussi riches déjà. Donc, voilà, c'est un petit outil qu'on a fait et que, bien sûr, l'idée, c'est qu'on l'améliore avec le temps, mais que ça facilite déjà facilement. Beaucoup de choses peuvent être faites au niveau programmatique, mais on a pensé, pourquoi pas aussi avoir un outil, une interface qui facilite, voilà, s'il y a quelqu'un qui a envie de le faire plutôt de façon plus visuelle. Et après, l'autre outil que j'avais mentionné qu'on a intégré, c'est un outil de data QC, qui vraiment ça permet d'interroger les différents data tables. Et là, par exemple, ça nous donne déjà un profil automatique de qu'est-ce qu'on a dans la data. Et voilà, par différentes typologies de données, un peu des informations déjà exploratoires sur la data. Combien de missing values on a, est-ce qu'il y a des choses différentes, etc. Et encore une fois, ça c'est pour aider les data managers à déjà avoir des outils intégrés qui les permettent d'accélérer un peu le travail. Et une chose que je pense que c'est aussi très intéressant, et ça on la va voir maintenant, c'est que nous, on peut même faire des checks, on peut définir, voilà, qu'est-ce que sont les contraintes que je vais rajouter. Par exemple, je vais regarder si le sexe a été bien imputé, femelle, mâle, ou s'il y a des valeurs qui ne sont pas adéquates par la contrainte ou les critères. Et ça, c'est la chose qu'on va voir maintenant. On définit quelques critères. Ça peut être n'importe sur quelle variable. Donc là, on va dire sexe. On va dire, est-ce que ça doit être ça et ça, femelle et mâle, et on va rajouter un autre. Je pense que c'est l'âge à ce moment qu'on va demander. C'est voilà, age of death, ça doit être ces ranges, on peut être des autres. Et la bonne chose, c'est que ça va créer une requête sur la database qui va dire voilà, combien de. Voilà, ça c'est la validation. Et maintenant, tu vas dire écoute, il y a plein de choses qui ne passent pas. L'idée aussi, c'est que ça permet un peu de benchmarker ton database et ça te pourra aider de façon plus rapide de faire ce travail. Donc, et finalement, ça, une fois qu'on a structuré, nous, on fait des dashboards dynamiques. Donc, celle-là, ce n'est pas dynamique, mais croyez-moi, vous pouvez cliquer et vous pouvez regarder dynamiquement ces databases que vous avez créées. Et on a fait des dashboards dédiés pour Thomas et pour voilà, les administrateurs qui lui permet un peu de regarder voilà, la donnée, les pathologies qu'on a intégrées, de quelle typologie de données. Voilà. Et voilà, on a créé une infrastructure qui voilà, c'est hébergé au CLV, voilà, assez complexe. Et la partie pour moi la plus importante, c'est qu'une fois que ça fait tout ça, on permet les biologistes et les cliniciens d'avoir des outils no-code. Donc ça, c'est notre espace data apps, qu'en fait, ça permet de se connecter à la database,
et ça, c'est un outil exploratoire pour regarder les données des survies ou faire des differential expressions avec la donnée omique. Enfin, on peut choisir l'analyse, donc de façon très facile. On parlait avant que parfois les cliniciens ils ont du mal à analyser s'ils ne sont pas en Excel devant. Donc nous, on les a fait un outil pour que déjà, voilà, vous savez déjà la survival. Et maintenant, on va rajouter la côté clinique pour séparer entre sexes. Donc voilà, on peut sélectionner sexe et voilà, ça va. Et l'idée, on va faire évoluer ces outils et nous sommes vraiment à l'écoute des chercheurs, des Share4Kids pour intégrer d'autres outils open source qui permettent de façon très facile à tous chercheurs d'explorer déjà la data. Et bien sûr, après, on a aussi des outils vidéo comme RStudio, Jupyter Lab pour aller un peu plus loin. Mais au moins, des minimums, il y a des choses qui permettent la visualisation à n'importe quelle personne, même si il ne connaît pas beaucoup la côté programmatique. Voilà, ça c'est tout. Donc, nous, ça nous intéresse beaucoup. Voilà, si vous voulez tester, nous sommes très ouverts. Et bien sûr, de la même façon que Osiris, voilà, regardez un peu qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour soutenir la recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Super intéressante votre interface et votre dashboard. Est-ce que c'est spécifique au projet Share4Kids ou est-ce qu'on peut nous faire la demande pour utiliser aussi? Oui, donc Magno s'est déployé au CLV pour Share4Kids, mais nous sommes très preneurs de faire des instances séparées parce que ça s'est fait dans l'espace sécurisé pour Share4Kids, mais très intéressé si la d'utilisation différente, on pourra discuter. Et nous, on a déjà l'habitude de parler avec la DSI, donc on pourra avoir des instances dédiées. Et même si vous voulez faire des bêta-testing sur notre espace plutôt SaaS, ça c'est possible. Et nous, un point que c'est très important, notre outil, c'est on-premise. Donc nous, on comprend que la donnée doit rester ou a été générée et doit être sous les contrôles des personnes qui ont généré ces données. Donc nous, on déploie uniquement on-premise. Donc voilà, pour assurer la sécurité. Mais avec plaisir, on peut parler. Super, merci. De rien. D'autres questions ? Bonjour, merci, c'était très intéressant. Je me demandais, dans Share4Kids, je sais qu'il y a des échantillons biologiques. Est-ce qu'il y a eu un mapping du coup des collections? Et si oui, est-ce que vous avez choisi un référentiel en particulier? Un mapping des collections, qu'est-ce que vous entendez par là? Toutes les données en fait, descriptives des échantillons, donc le type d'échantillon, notamment les données préanalytiques. Globalement, on a récupéré les données du DPI, du Centre Léon Bérard, et j'avais demandé à l'ARC qui a récupéré les données d'utiliser d'avance les champs d'Osiris. Donc en gros, si vous parlez de champs éventuellement ou de données qui sortent d'Osiris, elles seront a priori pas incluses dedans. Okay. Ouais, je discuterai plus en détail parce qu'en fait, je coordonne le projet France 2030 collection biologique et on va avoir en fait justement finalement à intégrer des données hétérogènes pour arriver à la fin à un catalogue de données homogènes et on se pose pas mal de questions voilà, sur les référentiels. En fait, il n'y en existe pas énormément. Même dans Osiris, il y a peu de données finalement qui décrivent les collections. Okay. Voilà, donc je me rapprocherai. Pas de problème. C'est pour continuer sur cette question. Bonjour, merci, très intéressant. Moi, je fais du data farming en radiothérapie et on a des problèmes pour identifier les saisies erronées et les corriger. Et j'aurais voulu savoir comment vous faites de l'identification de la saisie erronée jusqu'à la correction. Donc, la chose qu'on a mis en place, c'est, comme vous voyez, c'est vraiment l'outil qui permet de faire cette exploration. Après, c'est le data manager, Thomas, qui devra aller voilà, pour corriger la data. Je vous ai montré au début comme nous, on pourrait déjà accéder à la database, donc avec cette table view. Mais après, on les fait programmatiquement. On a des outils d'analyse directement intégrés. Donc, c'est les data managers à aller à les corriger en général. Mais on pense à comment on pourra automatiser certaines choses. Et voilà, mais ce n'est pas encore là. Est-ce que vous avez pensé à faire une API Fire derrière, après avoir exposé les données collectées, d'une part, et d'autre part, est-ce que vous avez imaginé une manière de générer automatiquement le formulaire à partir du modèle Osiris? Donc on a décidé sur la côté partage et on est en train de faire des projets européens à ce niveau pour vraiment se connecter avec d'autres institutions. Et on pense beaucoup à comment on pourra faire un data catalogue, un data space
au niveau de la cancérologie pédiatrique. Donc nous sommes à différents projets. Donc c'est dans les pipes et on va voir comment ça passe. Mais oui, déjà on peut déjà faire, on a développé des connecteurs sur certains API, déjà avec les centrales ouvertes pour se connecter à les espaces de stockage. Mais aussi, on pense beaucoup à avoir des SDK, donc des systèmes de développement qui pourra vraiment aller un peu plus fin à taper sur notre plateforme. Bien sûr, sur les contrôles, ça dépend de la criticité de la donnée, mais nous sommes très ouverts à la collaboration et connectivité en général. Donc, je suis Camille Brodin, je suis data scientist au Centre Léon Bérard et je vais vous présenter Cancer Genome Interpreter Clinics, alias CGI Clinics. Je vais commencer donc par introduire le projet, qui est un projet européen, et puis je développerai quelle est notre stratégie donc, pour standardiser et harmoniser les données avec le modèle Osiris, et je ferai un retour d'expérience utilisateur en lien avec l'implémentation de ce modèle. Donc tout d'abord, après la collecte des échantillons et des biopsies, on va faire du séquençage et l'un des objectifs principaux de CGI, c'est donc d'aider à l'interprétation des variants du génome du cancer et de notamment faire des prédictions via des algorithmes de machine learning sur les variants de signification inconnue. Ça, c'est un des intérêts, mais aussi de tendre vers une systématisation de cette interprétation à l'échelle européenne, et puis aussi donc d'autonomiser les patients avec la gestion de leur maladie, avec une application donc, et du CGI qui est en cours de développement. Et donc CGI est développé par l'IRB en Espagne. Nous sommes partenaires au Centre Léon Bérard, mais voilà, il y a différents aussi autres pays qui sont partenaires, notamment en Espagne, en Angleterre, en Grèce, par exemple. Et donc les deux objectifs principaux de CGI, ça va être donc, comme je le disais, d'aider à l'identification des mutations oncogéniques, avec d'abord une prédiction, donc là c'est la colonne plutôt au milieu, prédiction du pipeline CGI sur la pathogénéicité du variant. Cet outil-là donc, va permettre aussi d'aller consulter des bases de données externes existantes, comme CleanVar ou OncoKB, et on va avoir, plutôt sur la gauche ici, en rouge et en orange, un résumé de la prédiction sur la pathogénéicité du variant basé et sur la prédiction de l'outil et sur la consultation de ces bases de données externes. Il y a un autre volet qui permet l'identification de biomarqueurs de réponse au traitement pour les patients, mais qui est pour l'instant sous-utilisé parce qu'on est dans l'étape vraiment de validation de ce premier volet-là. Et donc, illustré différemment, le workflow est le suivant. On va prendre donc en entrée du modèle CGI des données de mutation qui peuvent être donc aux différents formats. J'y reviendrai. On va prendre aussi des données cliniques, le type de cancer du patient, données qui sont pseudonymisées et que l'on va envoyer donc, à l'outil CGI clinique. Qui va faire sa prédiction sur l'oncogénicité des mutations, comme je le disais, et sur les biomarqueurs, enfin sur la sensibilité de réponse du patient. Et donc au CLB, on fait ce travail d'analyse de la version 1 de l'outil CGI clinique, qui est donc un projet en cours de développement. Et on a donc fait cette analyse sur un peu moins de 500 patients profilers. Et pour faire ce travail de comparaison, on a pris la classification réalisée par nos bioinformaticiens en interne. Et on a comparé ces classifications sur les variants donc, à notre outil CGI clinique. Et ce que l'on observe, c'est que dans 93,2% des cas, donc, il classifie bien les mutations oncogéniques, et dans 82,4%, il reconnaît bien les mutations non oncogènes, pour le coup.
Et puis une stat intéressante aussi, c'est que cet outil permet dans 32,8% des VUS, donc de faire une prédiction et de les reclasser oncogènes. Et donc bien que ces statistiques soient prometteurs, l'IRB travaille à l'optimisation de cet outil avec une deuxième version, autant sur le fond, donc le pipeline, que sur la forme, l'interface. Et donc là, ils ont développé un nouvel interface utilisateur qui est un peu plus intuitif. Il y a la possibilité maintenant de générer aussi des rapports cliniques, fonction des prédictions de mutation. Donc. Et il y a un volet interprétation, exploration de données avec de la data visualisation. Il y a aussi possibilité pour les différents centres de faire une requête de réunion de concertation pluridisciplinaire moléculaire virtuelle. Donc ça, c'est encore en cours de mise en place. Hein. C'est pas fonctionnel pour l'instant, mais l'idée, c'est de pouvoir discuter justement des prédictions de certains VUS à travers les différents partenaires européens du projet. Donc ça, c'est ça permet de voir un peu à quoi ressemble cette nouvelle plateforme, avec à gauche donc les données patients. Au milieu, on voit un composant sur les altérations pertinentes. Et par la suite, il y aura également une autre partie qui sera attribuée à un outil de trial match pour vraiment orienter et proposer des essais cliniques spécifiques aux patients en fonction des mutations qui sont prédites ici. Et puis voilà, bon, après je passe assez vite là-dessus. Ça c'est aussi très technique, je vais passer rapidement, mais donc le pipeline CGI clinique version 1 se basait déjà sur l'utilisation d'Intogen, et ça c'est conservé. On a aussi l'utilisation par la suite de BoostDM, qui est donc un algorithme de machine learning. Et il y a deux nouveaux algorithmes qui ont été aussi implémentés dans le pipeline de la version 2, qui remplace un autre algorithme qui était moins performant que BoostDM. Et donc, comme je vous le disais, au CLB, on fait ce travail d'évaluation de CGI Clinics, la version 1, bientôt la version 2, qui est déployée depuis très peu. Et donc, le projet CGI Clinics a débuté en 2022. Et dès le début, des discussions ont eu lieu pour s'accorder sur un modèle de données commun pour standardiser et harmoniser les données, donc Osiris. Et puis au Centre Léon Bérard, au sein du projet CGI Clinics, nous sommes World Package 4 leader, donc Data Management et Data Sharing. Donc je vais vous parler donc, de ce volet standardisation, harmonisation des données au sein de CGI, la partie la plus intéressante. Pourquoi d'abord CGI parmi d'autres modèles existants? Parce qu'il est donc spécifique au domaine de la cancérologie, qui donc comprend toutes les nuances et toutes les terminologies en lien avec le cancer, avec donc un dataset génomique et clinique, ce qui nous était un critère de sélection pour notre projet. Il est donc interopérable avec d'autres modèles. Et puis, il a aussi été choisi parce qu'au CLB, il y a une expertise avec Osiris. Et donc, voilà. Et puis, il y a aussi ce partage des valeurs, parce que CGI Clinics, c'est né d'un effort commun entre différents partenaires, et Osiris aussi. Et donc, en ce sens, en juillet 2023, à Lyon, un workshop a été organisé avec tous ces partenaires européens-là pour discuter de plusieurs sujets, dont de la réutilisation des données au-delà du projet CGI Clinics, parce qu'il y a forcément donc, une base de données qui se crée à l'échelle européenne, et aussi de comment implémenter dans la pratique le modèle Osiris dans CGI Clinics avec
une identification des champs et une liste de variables communes donc, entre le modèle CGI et Osiris. Et puis un workflow donc, cible a été identifié avec, ça c'est le projet, hein, mais un export automatisé des données directement du dossier patient informatisé via Consort, et puis donc données qui seraient au format Osiris et qui pourraient être injectées dans par la suite une version qu'on pourrait avoir en interne de CGI Clinics pour eh bien, aider à l'orientation thérapeutique des patients par la suite en fonction de leur profil moléculaire. Un retour donc d'expérience utilisateur maintenant. Bon, ça c'est un peu redondant, donc je vais pas. Mais les avantages quand même, on le sait, c'est sa spécificité au modèle Osiris à l'oncologie. Il est interopérable. On a une expertise au CLB et donc on partage un certain nombre de valeurs. Mais les inconvénients qui ont été identifiés, c'est que à l'échelle de la dizaine de partenaires européens, en fait, assez peu de ces partenaires l'utilisent. Et donc, c'est un vrai frein pour la progression de son implémentation progressive et pratique dans le pipeline. Et aussi, on a remonté certaines difficultés à associer Osiris à d'autres modèles de données ou données non structurées. Bon, après, là, c'est très... Ça rentre vraiment dans la technique, mais il y a certains champs, tumor pathological event, par exemple, n'est pas explicitement hiérarchisé au sein de nos entités CGI. Donc, c'est en cours de traitement et on fait des correspondances avec les champs dans les entités sample. Et puis, pour ce qui est aussi des tests d'input et d'output, notamment sur les champs cliniques. On a des difficultés, notamment sur le type de cancer, comme c'était très bien expliqué juste avant. On travaille avec ICD et puis Osiris et CGI Clinics utilise Oncotree pour actuellement. Donc voilà, il y a des correspondances encore à travailler et à faire. Et ça fait bien le lien sur le troisième point qui est que CGI Clinics et ses partenaires sont vraiment friands d'accentuer enthousiastes à l'idée d'accentuer la collaboration et les échanges avec l'équipe Osiris pour garantir une bonne mise en œuvre de l'implémentation d'Osiris dans CGI Clinics. D'autant que ces efforts-là s'inscrivent aussi dans tout un tas d'autres projets à l'échelle européenne, et notamment pour l'automatisation du trial match et le projet trial match 2 avec les HUG et Coexia, qui aussi a besoin de data harmonisation et voilà. On a un certain nombre d'autres projets, d'autres initiatives à l'échelle européenne comme Priam Rose et PCM for You pour faciliter l'accès des patients à la médecine personnalisée, et puis Spiderweb aussi, qui est une initiative belge pour le coup, pour essayer d'activer dans les centres de manière plus efficace les essais cliniques. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Par rapport à l'expérience que vous avez partagée, est-ce que Osiris est utilisé par exemple par l'Espagne? Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur de l'utilisation au niveau européen? Pour l'instant, c'est en cours d'implémentation et c'est assez embryonnaire. Il y a des efforts de fait, mais du fait de ce côté multicentrique, c'est vraiment lent, enfin pour l'instant à mon sens, mais on est en cours de travail là-dessus, et des initiatives comme la vôtre pourraient vraiment aider, je pense, nos partenaires aussi, pour essayer d'aider l'utilisation du modèle.